Michel Blanc, consultante, conférencière et auteur en stratégie Internet et marketing web. Et de plus en plus, on dit que je suis aussi une experte des médias sociaux. Je préfère que ce soit les autres qui le disent que ce soit moi, parce qu'il y en a trop qui se vendent de ça. Juste une question pour qu'on passe à d'autres choses après. Pourquoi une jeune femme comme toi fait une biographie Parce qu'on me l'a demandé. OK. Parce qu'une des raisons qui fait que je suis encore ici aujourd'hui, parce que j'ai pu lire des biographies d'autres personnes qui ont passé par où je suis passé et que ça m'a réconforté dans le fait qu'on pouvait survivre à ça. OK. À ma connaissance, il n'y avait pas de biographie pour le Québec. Puis moi, j'étais trop proche du sujet. Fait que moi, je ne voulais pas faire une autobiographie. Alors, on m'a suggéré Jacques Anto, je l'ai rencontré, ça a cliqué. Et Jacques, ben, du fait que ce soit un homme, du fait que ce soit un ex, entre guillemets, terroriste, c'est des éléments qui étaient intéressants, puisque lui a vécu l'ostracisme d'avoir posé des actes et a vécu l'exil. Et ben, comme c'est un homme, pour lui, son pénis est très, très, très important. C'est d'ailleurs un père qui a 9 enfants, alors avec quelques femmes. Donc, il y avait plusieurs éléments qui lui permettaient de comprendre et de raconter mon histoire sans avoir trop de billets. Parce que moi-même, évidemment, je vis de l'ostracisme. J'ai vécu une forme d'exil, l'exil de mon sexe d'origine, en fait. Et, ben, évidemment, pour moi, mon pénis n'est vraiment pas important. Chose que comprennent la majorité des femmes, mais que certains hommes ont de la difficulté à comprendre. Alors, c'est important que ce soit un homme qui s'attaque à cette biographie-là, et il le fait de façon extrêmement touchante. Alors, je l'en remercie chaleureusement. Malheureusement, beaucoup d'entreprises et le gouvernement considèrent que le numérique, ben, c'est des outils. D'ailleurs, quand un des chefs de parti m'avait dit ça sur Twitter, j'avais répondu « Heureusement que M. René Lévesque et Robert Bourassa n'avaient pas votre vision restrictive de ce qu'est un outil, puisque eux ont compris que l'électricité pouvait être une vision de société, et on a aujourd'hui l'hydroélectricité qui est une de nos vaches à lait, dont on est très fiers de se servir pour attirer des investissements économiques au Québec. Il me semble qu'on pourrait faire la même chose avec le numérique, mais on ne l'a pas fait encore. Maintenant, si on parle de tendance mondiale, de tendance forte, la tendance sans doute inévitable, c'est toute celle de la mobilité qui prend de l'ampleur de façon sans précédent. Moi, plusieurs de mes clients ont commencé à faire ce qu'on appelle du responsive design, c'est-à-dire évidemment de faire des sites web qui répondent aux interfaces qui les appellent. Ça, bien évidemment, c'est tant qu'à moi une tendance assez lourde. Puis évidemment, bien, si on parle de marketing, bien, le marketing doit s'adapter à ça. On se rend compte que de plus en plus, notamment dans le commerce électronique, les gens prennent des décisions en magasin avec leur mobile dans la main et qu'ils vont chercher les informations dont ils ont besoin pour faire ou ne pas faire leur transaction en magasin à partir d'informations glanées sur leurs appareils mobiles. Alors, êtes-vous là, êtes-vous pas là, comment vous êtes là, quelles sont les informations que vous rendez disponibles? Ça devient des éléments cruciaux dans une prise de décision consommateur. Mais encore plus, parce que bon, les études démontrent que, par exemple, les tablettes, on les utilise à la maison, à côté de la télévision ou dans son lit, le téléphone à l'extérieur. C'est que il ne faut pas oublier les toilettes. Moi, la tablette, je l'utilise beaucoup à la toilette. C'est drôle, ça, on ne voit jamais ça dans les études. On l'utilise à la maison, dans son salon, dans son lit. On oublie la toilette. Comment? Dans le pire des cas, tu prends un bain à un moment donné, ça prend du temps pour prendre un bain, tu sais, ça te prend la lecture, tu sais. Allez! Est-ce qu'ils doivent nécessairement, tes clients, être sur toutes ces plateformes-là? Ben, quand on parle de responsive design, c'est un design qui répond à toutes ces plateformes-là. Alors,
Puis justement, il y a tout le temps la question, est-ce que je fais un site mobile ou est-ce que mon site est adapté au mobile? Moi, je préfère, ou est-ce que je fais une application? Bon, il y a une grande mode des applications, tout le monde veut avoir son application, mais les applications, là, quant à moi, c'est un gros investissement qui ne rapporte pas beaucoup. D'ailleurs, ça me fait tout le temps rire quand j'ai des clients qui me disent « Ah, on a fait une application, puis que 3 semaines plus tard, on va voir le nombre de téléchargements. » Et qu'on soustrait le téléchargement de la famille du développeur et du donneur d'ordre. Finalement, il ne reste pas bien de monde qui ont téléchargé l'application. Et un site mobile, souvent, ça a beaucoup d'investissements qui pourraient être mieux gérés en faisant du responsive design. Alors, bon, il y a encore beaucoup de... Vous savez aussi, en même temps, tout ces... Un des problèmes, je comprends les entrepreneurs, là, ça bouge tellement vite. Il y a tellement de monde qui, tout d'un coup, deviennent des spécialistes de whatever, qui est la nouvelle Gugus. Puis là, ils te font des prix, là, hallucinants. Moi, j'ai vu des soumissions, là, pour justement des sites mobiles, là. Regarde, là, c'est ça. Il me semblait qu'on retournait aux années 2000 quand on voyait des soumissions pour des sites web, là. Tu sais, c'est exagéré, là, grossièrement, c'est scandaleux. Mais bon, c'est des époques, hein, puis on traverse les époques, puis ceux qui sont dans le web depuis assez longtemps, comme moi, ben, on a déjà vu une couple de ces vagues. Justement, est-ce que le mobile, est-ce que c'est pas une bulle, c'est pas... non, le mobile n'est pas une bulle, mais comment tu t'adaptes au mobile, là, il y a de la bulle, il y a de la bulle solide. Le mobile, ça va aller en croissant encore. C'est même pas... au moment où on se parle, et ça fait déjà plusieurs années, il y a plus d'écrans mobiles que d'écrans de télévision et d'ordinateur combinés ensemble. Donc ça, à un moment donné, c'est là. Mais c'est sûr qu'au Québec, ce qui nous aide pas, c'est que les coûts d'accès à nos données mobiles, on se fait fourrer, c'est scandaleux. Puis au lieu que les fournisseurs cellulaires travaillent ensemble, ils travaillent tous un contre l'autre parce que, bon, évidemment, telle technologie ne fonctionne pas sur les réseaux du concurrent ou de l'autre concurrent. Puis, bref, c'est un gros merdier, là. Puis ça l'aide pas, mais je veux dire, la tendance est là quand même. Qu'est-ce que tu espérais voir au Québec? Un plan numérique pour le Québec. Tu comprendrais quoi? Première étape, les investissements majeurs dans les infrastructures. Puis quand je dis des investissements majeurs, là, ça serait que les infrastructures appartiennent au gouvernement. C'est un peu la vision des autoroutes. Tu sais, le gouvernement, il met les autoroutes, mais après ça, les entreprises, ils iront sur les autoroutes, puis ils se promèneront, puis ils pourront faire d'autres affaires. Mais c'est un petit peu ça, là. Il faudrait qu'on ait une infrastructure numérique, là, voie donnée, sans fil et avec fil, à tomber sur le cul. Après ça, les entreprises ils iront dessus, puis ils feront leur tarification, puis bon, au moins on aura quelque chose de standardisé, de très haut de gamme, qui peut compétitionner avec la Corée, puis avec les plus grands innovants du numérique de la planète. Première étape. Deuxième étape, bien évidemment, on a un énoncé économique. On va chercher des sages du numérique. On fait un peu ce qu'a fait la France avec son Conseil national du numérique, où avant de prendre des décisions et de changer des lois qui vont affecter la société, on va prendre en considération l'aspect numérique de la décision pour éviter de se tirer dans le pied et de faire des conneries comme on en fait trop. Évidemment, ben, par la suite, au lieu de continuer d'investir dans le béton comme la soi-disant cité du commerce électronique et cité du multimédia, on va investir dans le brain, on va investir dans le transfert de connaissances, on va montrer à nos entreprises, on va montrer à nos gens à quoi ça sert le numérique. Et finalement, ben, on va prendre des décisions économiques éclairées pour favoriser l'éclosion, l'implantation et le développement d'industries reliées au numérique, parce qu'on sait que ça, ben, ça crée des jobs qui sont payantes, que c'est la voie de demain, et que présentement, on forme des gens pour des emplois qui n'existent même pas. Alors, il faudrait peut-être essayer d'appréhender ce demain-là qui va être... tu sais, Boston Consulting Group disait là, que pour les pays du G20, d'ici 2016,
la croissance de l'économie numérique, on ne parle pas de l'économie numérique, on parle de la croissance de l'économie numérique, représente 4,2 billions de dollars. Ça, là, 1 billion, c'est 1000 milliards. Hey, c'est de l'argent en tabarnak, là. On fait quoi ici, nous autres, pour aller prendre un morceau de cette tarte-là? Au moment où on se parle, rien. Fait que, c'est ça que j'aimerais qu'on fasse au Québec.